fait, j'ai essayé de repérer quelques grands points qui m'ont l'air, qui ont traversé finalement ces 2 journées. Et au fond, j'en ai repéré 5 ou 6. Et je voudrais d'abord souligner que, d'abord, je trouve que ce colloque, ça a été une belle histoire. C'est la première chose que je voudrais souligner. C'est une belle histoire parce que, une belle histoire partagée, ça a été, comme chacun a pu en faire l'expérience, finalement, l'épreuve, au fil des jours, c'est que c'est un dispositif qui a été construit par une équipe, dont je parlais des 4 mousquetaires, mais c'est vrai que cette équipe-là a construit un dispositif qui nous a permis de faire colloque, finalement, je pense sans s'ennuyer, sans finalement non plus la langue de bois, et où je crois que chacun a joué sa partition. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose a eu lieu là, qui est, à mon avis, tout à fait très rare, parce que finalement, des colloques, on en a beaucoup, et moi j'en ai aussi, j'ai participé à pas mal de colloques, mais je pense que là, quelque chose s'est passé. Je pense que le thème du tournant de l'expérience, c'est certainement un thème qui est... Je crois aussi que si chacun a joué sa partition, c'est parce que ce thème est entré en résonance avec des courants de pensée extrêmement différents, extrêmement puissants, que sont le pragmatisme, que sont la phénoménologie et d'autres, et que ce croisement de courants de pensée et ce croisement de pratiques, c'est aussi ce dont on a fait l'expérience pendant ces 2 jours. Parce qu'on a aussi eu la chance, je trouve, d'avoir comme ça des témoignages de pratiques, des bribes de pratiques, qui mettaient en évidence qu'il y a un changement dans l'orientation. Et c'était le 2e point sur lequel je voulais insister. C'était cette idée que le tournant de l'expérience, quelque part, il nous propose un déplacement dans l'orientation. Comment s'orienter ? Je crois que au fond, c'est quand même certainement ça qui traverse très fortement et qui nous avait d'ailleurs donné le désir de faire ce colloque autour de l'expérience et certainement aussi une autre idée pour une 3e rencontre. Et alors, ce déplacement dans l'orientation, c'est d'une part, c'est à l'occasion d'un petit ouvrage de Derrida, L'autre cap, où il y avait un grand débat sur la question de l'Europe et où il en appelait à une autre culture, considérant, alors je voudrais citer Derrida parce que c'est quand même vraiment intéressant, il disait « Considérant que ce qui s'annonce apparaît ainsi sans précédent ». Et je crois qu'effectivement, on est confronté au fait que ce qui s'annonce apparaît ainsi sans précédent. Mais ce qu'il disait aussi dans cet ouvrage, L'autre cap, il disait que, en fait, nous sommes dans une expérience angoissée de l'imminence. Alors je trouve que cette idée d'une expérience angoissée de l'imminence, elle a été pensée philosophiquement par François Guéry, cette notion de l'angoisse, à propos d'ailleurs du fait d'un corps qui tombe malade, par exemple, d'avoir mal au ventre et de ne plus pouvoir presque respirer, ni même peut-être vivre. Et donc cette idée que l'expérience angoissée de l'imminence, je trouve que c'est important, parce qu'en fait... quelque part, il y a quelque chose de cela qui a été peu finalement pensé, je trouve, dans ce colloque, parce qu'on était plutôt sur une autre lancée de projet, d'une certaine manière. C'est quand même la culture de l'architecture qui est extrêmement forte dans ce domaine, mais elle est quand même extrêmement importante. Et je voulais faire aussi écho à une expression donc d'Isabelle Stengers, qui dit « Comment aujourd'hui faire boussole ?» Et je trouve que ce qui était souligné tout à l'heure par justement la conférence précédente, Bruno Latour, revenait aussi cette idée d'orienter. Et donc je trouve que l'expression « faire boussole », comme m'a fait découvrir justement Céline, est tout à fait centrale et je trouve qu'elle était vraiment présente pendant ces 2 jours. Et donc le tournant, vous voyez, pour avancer cette notion du tournant de l'expérience, parce que pour nous cette notion de tournant est très importante. Et François Julien en a discuté, ça veut dire tourner. On tourne autour de l'expérience aussi, vous voyez. Tournant de l'expérience, c'est aussi tourner autour de l'expérience. C'est trop savoir de quoi il s'agit. Ce tournant, c'est un seuil, en fait. C'est une aube. Voilà, c'est un seuil. C'est le tournant d'une nouvelle ère, peut-être l'Anthropocène, en tout cas d'une nouvelle ère de l'humanité, qui, avec Kant, s'est posée comme humanité et qui, aujourd'hui, fait humanité dans le sens qu'elle est problème on vient de souligner, comment continuer à faire humanité. Donc c'était le 2e thème, le déplacement de l'orientation, chercher un autre cap, une autre boussole. Voilà. 3e point, c'est le tournant de l'immersion. Et c'est une formule de Gilles Clément,
qui pour moi était déterminant, un texte un peu maladroit, bricolé, dans les carnets du paysage, où justement il parle du tournant immersif. Et je trouve que là vraiment c'était frappant dans ces 2 journées, ce tournant de l'immersif au sens de l'expérience sensorielle, de ce qu'on est capable d'éprouver à partir de notre corporéité et de notre culture en fait. Mais aussi le tournant de la matérialité, c'était souligné justement par Frédéric Péruzer, c'est le tournant du vivant, c'est-à-dire le fait que voilà, on n'est pas simplement dans le monde de la machine, ce qui était l'obsession finalement des modernes. On est on est certainement dans la machine, mais en tout cas il y a la question du vivant et de cette interaction permanente, de ce rapport au milieu, parce que quand on parle d'immersion, c'est qu'on est dans le milieu. Jean-Luc Nancy dit on est parmi, on est avec, mais en tout cas on n'est pas au-dessus. Et donc je pense que ça c'est quelque chose qui était très important. Mais alors c'est ce tournant de l'immersion et de l'expérimentation. Parce que beaucoup ont commenté le fait que l'expérience, ça nous renvoie à la fois le fait d'éprouver les choses et de se transformer, voire d'être quelqu'un d'expérience, comme on disait, plus ou moins sage d'ailleurs, parce que je ne suis jamais sûre que l'expérience donne la sagesse. J'aurais même tendance à penser l'inverse. Mais c'est quand même cette idée qu'on est toujours en train de se dire c'est à la fois, c'est pas ou l'un ou l'autre, et je pense que c'est la nouvelle culture, certainement très certainement été aidé dans l'approche par Deleuze et Guattari de se dire qu'on n'est plus dans des binarités, c'est ou ceci ou cela, mais qu'on est toujours en train de dire c'est ceci et cela. Et je pense que dans ce tournant d'expérience, c'est à la fois l'immersion dans le milieu, dans les milieux, mais c'est aussi l'expérimentation. Et donc cela veut dire des façons d'entrer en contact avec ce milieu et de le décrire, d'enquêter, de prendre la distance quand même, hein, de le manipuler d'une certaine manière. Alors je trouvais que ce qui était très intéressant, c'était, alors très peu, finalement, ça a été un peu évoqué avec Erwin Strauss, on a très peu travaillé tout un courant extrêmement important du XXe siècle, qui a été avec l'éthologie, effectivement, l'esthétique aussi, la philosophie, par exemple, de Maldiné sur la question du sentir, où la question était, est-ce qu'on est encore capable d'être en contact avec le monde, avec la Terre? Est-ce qu'on est encore capable d'être en contact avec la Terre? Est-ce qu'on est capable d'expérience? Et est-ce qu'on n'est pas totalement intoxiqué pour ce qui était soufflé Xavier Bonneau disait voilà, on se désintoxique. Je pense que c'est vrai qu'on cherche à se désintoxiquer d'une certaine manière d'une forme de culture de la globalisation, d'une culture de c'est pas de l'abstraction, de la généralité, d'une culture en fait de la dématérialité et quelque part comme si on n'était pas vivant, faire comme si on n'était pas vivant, quoi, comme si on n'était pas mortel, comme si on ne se transformait pas en permanence, voilà. Donc je trouvais que c'était très intéressant de voir que c'était le tournant de l'immersion, mais aussi avec cette idée de on est dedans avec, mais en même temps contact, mais aussi d'écrire, enquêter, pour essayer de rencontrer cette terre, d'être capable de rencontrer la terre, et finalement d'en être capable comme tous ceux qui nous ont précédés auparavant. Comment est-ce que nous, à notre époque, nous sommes capables de rencontrer la terre et notre existence? Le 4e point, c'est le thème de la reprise. C'est vrai que c'est un mot qui a beaucoup circulé dans ce sens absolument... et reset, parce que c'est reprise et reset. C'est vrai que moi j'ai demandé aux gens branchés de dire mais reset, ça veut dire quoi exactement? Et c'est le fait que ça résiste aussi surtout si on n'a pas la culture vraiment du reset très développée. C'est intéressant aussi qu'il y ait un mot comme ça qui revient, qui nous rend compte aussi de la transformation de nos outils de rencontre avec le monde. En tout cas, la reprise, ça n'est pas la tabula rasa. On sait qu'en tout cas, on a tourné une page, la page de la tabula rasa, qui a été quand même une espérance pour le XXe siècle. Hein, c'est-à-dire qu'on allait faire un homme nouveau, une terre nouvelle, voilà, tabula rasa. Et c'est pas non plus la maigre positivité, hein, on prend une formule de Hegel, mais cette idée que c'est pas simplement voilà les choses qui sont là. La reprise, c'est une catégorie extrêmement paradoxale, extrêmement intéressante parce que
Elle va allier ce qui a été, c'est une définition de Kierkegaard dans son petit livre où il y a débat autour de la traduction du terme, parce que bon, comme il l'a écrit dans une autre langue, alors est-ce que c'est reprise ou répétition? Certains avaient dit répétition, on a dit mais ça ne marche pas répétition vraiment, c'est reprise. Et en fait, comme le dit Kierkegaard, c'est allier ce qui a été à ce qui est nouveau. Alors, c'est un vaste programme qui n'est pas simple. Alors, c'est très intéressant parce que ce petit essai de Kierkegaard qui est réédité en permanence, alors qu'il est extrêmement dur à lire, très barbant, et, presque ça résiste. Et en même temps, on se dit qu'il dit quelque chose d'un autre ordre parce que c'est quelque chose d'existentiel. Vous voyez, il amorce cette culture de l'existentiel, c'est-à-dire se tenir quelque part et toujours à l'avant de soi-même, vous voyez, c'est quelque chose d'existentiel. Et lui, il raconte une histoire d'amour, une passion totale pour une femme, Régine. Et en fait, il va lui-même se saborder dans cette histoire d'amour. On ne sait pas d'ailleurs trop pourquoi, mais parce qu'en fait, il est coincé par une éducation, un père mélancolique, et donc il se demande est-ce qu'il est capable d'amour finalement. Voilà. Donc il va y renoncer, après il voudrait rétablir cette histoire d'amour, mais c'est impossible. Et il raconte qu'une chose, une fois qu'elle est passée, on ne peut plus la refaire de la même façon. Et ce livre est très très intéressant parce qu'il dit que, en fait, la reprise, et là je cite Kierkegaard, la traduction, la reprise est la réalité, le sérieux de l'existence. Et c'est vrai que quand on parle de l'évolution, et par exemple de Darwin et tout ce courant évolutionniste, et tout ce qui a été aussi présent dans ce colloque, on voit bien que c'est quelque chose qui se transforme et qui en même temps s'accumule, mais qui se déforme et qui prend d'autres formes. Donc c'est une épreuve extrêmement forte, la reprise. Kierkegaard nous le fait sentir, parce qu'il nous donne la dimension finalement aussi du petit homme, pour parler comme Alto, c'est-à-dire de ce que ressent l'homme, c'est-à-dire la façon dont il est affecté par ce qu'il vit. C'est la dimension affective des choses. Hein. Et on sait qu'aujourd'hui, tous les travaux sur le cerveau manifestent l'importance de l'affectivo-cognitif. Oui. La machine humaine est une machine qui a une capacité de mémoire incroyable, mais qui est finalement une capacité aussi de mobiliser l'information. C'est parce qu'on est affecté par l'information finalement qu'on va réagir. C'est pour ça que je pense que c'est très important de travailler à partir de Kierkegaard, cette notion de reprise, parce qu'il met bien en évidence, et je trouve que c'était présent dans les conférences d'une manière ou d'une autre, qu'il y a des directions opposées, comme il le dit, car ce dont on a à ressouvenir, alors il le dit, c'est un peu compliqué, hein, dans tout son livre, c'est une reprise en arrière, alors que la reprise proprement dite est un ressouvenir en avant. Voilà, donc il travaille sur cette espèce de double jeu, en fait, du ressouvenir, voyez, en arrière. C'est la nostalgie, c'est quelque part vouloir revenir. C'est assez frappant de voir d'ailleurs souvent que les personnes, au moment où elles vont rendre leur dernier souffle, elles reviennent en arrière, extrêmement fortes, les moments de l'enfance, de moments extrêmement forts de leur histoire. Et puis le ressouvenir en avant. Alors qu'est-ce que c'est que ce ressouvenir en avant, si ce n'est cette espèce de capacité de reprise, mais aussi d'affronter ce qui est nouveau, d'affronter ce qui arrive, de l'affronter comme ça, le risque qui est absolument incontournable. Alors je pense d'ailleurs que la philosophie a créé beaucoup de paravents pour essayer de se protéger de cette... qu'il faut aussi se désencombrer de tous ces paravents, de tous ces leurres, qui ne veulent pas affronter en fait l'expérience avec tout ce que ça représente en fait évidemment, de paradoxes, de désirs, d'éros, de thanatos, de tout ce qui est, vous voyez, extrêmement confus. Voilà. Et j'arrive aux deux autres points qui m'ont semblé très importants et je pense qu'ils étaient largement à peine souligné par Bruno Latour, mais qui c'était sur le tournant de l'expérience. Comment est-ce qu'on va le rattacher aussi? C'est l'expérience de la responsabilité. Il y a pas un moment où on est sur la question de la fameuse boussole, hein, le fer boussole ou l'autre cap. C'est finalement revenir sur ce qu'on entend par responsabilité. Voilà. Alors Aristote, parce que les philosophes sont toujours en train de reprendre. Hein. Le propre de la philosophie, c'est qu'on reprend les textes et on les reprend. Et comme Benjamin l'a bien souligné, heureusement qu'on reprend des textes, vous voyez, qu'on réillumine certains textes à certains moments.
ou des choses qui apparaissaient inintéressantes. Alors lui, il disait que c'était pas simplement répondre de ses actes, mais c'est répondre à. C'est pas simplement répondre de, mais c'est répondre à. Donc là, bon, ça a été largement commenté par différents philosophes sur cette idée que répondre à un appel, répondre à quelque chose, c'est répondre à. Et je pense que c'est quand même un peu ce qui était en jeu dans ce tournant d'expérience. Comment on répond à ce qui arrive, comment on répond à cet appel-là. Alors, Hans Jonas avait parlé d'une éthique, alors je cite, éthique de la conservation, de la préservation, de l'empêchement. Avec cette idée que face à la Terre, justement, par rapport à la question de la Terre, qui n'aurait pas été qu'un globe, et qui n'est pas qu'un globe, parce que lui était sur le thème de la nature, mais en termes de Terre, quelque part, il en venait à l'idée qu'il fallait préserver ce milieu Terre, quoi. Préserver ce milieu... et donc, il en appelait à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a un grand déplacement qui s'opère. Et je ne sais pas trop de quelle éthique on parle aujourd'hui. C'est vrai que, par exemple, il y a tout un courant autour de l'éthique du care, l'éthique du soin, du prendre soin. C'est cette idée de prendre soin de ce qui est fragile, en fait. Et profondément, pour moi, par rapport à des années de travail, de recherche, de rencontres entre philosophie, architecture, paysage, ville, c'est vrai que ça m'intéresse de travailler sur le tournant du fragile. Le tournant de ce qui est fragile, de la Terre comme un milieu qui en tout cas, du milieu de vie de l'humanité est fragile. Voilà. Et je pense qu'on est en train de prendre la mesure de la fragilité de notre milieu de vie, de nos interactions de vivants. Enfin, je ne vais pas reprendre ça, mais je crois que c'était un thème très important. C'était de quelle éthique on parle aujourd'hui. Je pense qu'on ne se retrouve pas vraiment dans l'éthique de la conservation, de la préservation, de l'empêchement, pardon, dont parle Jonas. On est dans une autre éthique, cette éthique du soin, du prendre soin, de l'écoute. Là, on peut parler du soin dans ces deux colloques, mais par contre, on a parlé de l'écoute. Oui, comment entrer en relation, donc je crois que c'était très, très, très important. Moi, je dirais en maldinéenne que c'est une éthique de la rencontre, parce que, comme Maldiné nous l'explique très bien, la rencontre, c'est être capable de recevoir, d'être transpassible, de se laisser traverser par ce qui arrive, mais d'être aussi capable d'imaginer d'autres possibles et donc de se lancer en avant. Et le cinquième point, qui était très très important, et je pense que c'était pour nous très très précieux, je pense, pour ce tournant de l'expérience, c'est le tournant des rebonds, en fait, le tournant de l'invention de nouveaux dispositifs. Voilà, on nous présente, voilà, il y a des expositions qui vont être des enquêtes, des nouveaux dispositifs. On a vu toutes les équipes là, qui fabriquent, finalement, qui sont sur le terrain, quelque part, et qui, finalement, inventent des dispositifs. Ça ferait plaisir aussi, je pense, des agencements, ça ferait plaisir à Deleuze d'entendre parler des agencements, des dispositifs, des processus, pour faire projet, mais pour faire projet autrement. Autrement aussi bien dans la façon d'être en contact, de rencontrer la Terre, que de rencontrer les autres humains. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer comme petite reprise perspective. Et je remercie vraiment infiniment tous ces musiciens qui ont bien voulu jouer des partitions, des musiciens très célèbres, des musiciens moins célèbres, qui le seront certainement aussi un jour, et remercier en particulier les 4 mousquetaires du laboratoire Gerfaut, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu ce colloque. Merci beaucoup. Et merci à la Cité de l'Architecture et Marie-Hélène Constal.